Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous allons maintenant introduire la matrice de densité, ou opérateur de densité. Alors, bon, cette partie est un peu technique, donc je n'entrerai pas dans tous les détails, nous allons voir l'essentiel. Alors considérons un état quantique alpha donné. Alors un tel état est appelé un état pur, dans le sens qu'il s'agit d'un état quantique bien déterminé. Mais souvent, on ne connaît pas l'état quantique exact d'un système. Par exemple, si on a un gaz, il est composé d'une myriade de molécules, dont il est très difficile de savoir quel est l'état exact de chacune de ces molécules. Surtout s'il y en a des milliards de milliards. Donc, souvent, on a une description probabiliste. Alors, il faut, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, il faut les distinguer des probabilités quantiques. Les probabilités quantiques sont liées à l'indéterminisme. C'est un aléatoire intrinsèque à l'état physique des systèmes. Ici, on parle de probabilité due à l'ignorance des détails. Et donc, on peut avoir une description approximative, une statistique. Donc, on va avoir un certain nombre d'états, alpha, bêta, etc. Et chacun est affecté d'une probabilité P alpha, P bêta, etc. Alors, normalement, on note les probabilités avec un petit p et on note les projecteurs avec un grand P. Malheureusement, le grand P et le petit p sont presque identiques. Donc, en écrivant ainsi sur un tableau, on risque de les confondre. Donc, si vous voulez, je vais noter Q alpha, Q bêta pour les probabilités. Ça nous évitera de les confondre avec le grand P pour les projecteurs. Alors, si on a un opérateur qui représente une grandeur quelconque, oméga, sa valeur moyenne pour un état alpha est donnée par alpha, oméga, alpha. Ça, on le sait. Alors, on peut le décomposer sur une base. Alpha I, oméga, J, bêta. On fait la somme sur tous les I et les J. Alors, je n'écris pas explicitement la somme, j'utilise la convention habituelle, convention du Einstein, que si deux indices sont répétés, alors ça veut dire qu'on fait la somme automatiquement sur ces indices. Sauf mention contraire. Alors, ça, on peut l'écrire, que je n'écris pas l'erreur, I oméga J fois J P alpha I. Où P alpha est alpha, donc le 4 fois le bras, donc pas braquette mais 4 bras. C'est un opérateur, une matrice, appelée projecteur. Alors, pour un état donné, donc supposons on a l'espace de Hilbert, l'espace de tous les états, on a un espace, on a un vecteur alpha, un vecteur d'état. Pour un vecteur quelconque, si on agit avec P alpha dessus, ça consiste à le projeter sur le sous-espace correspondant à l'état alpha, d'où son nom de projecteur. On vérifie que P alpha carré est égal à P alpha et que la trace de P alpha égale 1. Alors rappelez-vous, quand on écrit les opérateurs sous forme matricielle, la trace c'est la somme des éléments diagonaux. Alors ceci peut encore s'écrire I oméga P alpha J, donc en faisant la somme sur tous les J intermédiaires, tous les I intermédiaires, par exemple ici c'est là I et là c'est J. Donc là c'est J et là c'est I. I oméga P alpha I. Et ça,
on fait la somme sur tous les i, ce sont les éléments de matrice diagonaux, donc c'est la trace. C'est la trace de oméga P alpha. C'est aussi la trace de P alpha oméga. On peut étudier l'équation du mouvement, c'est-à-dire comment varie le projecteur au cours du temps, en fonction de l'évolution de alpha au cours du temps. Donc on prend le point de vue de Schrödinger, on a un état alpha qui évolue au cours du temps, d'où le projecteur aussi, et on trouve que IH bar, la variation au cours du temps de P alpha, est égale au commutateur de H P alpha. Vous voyez, je vous le disais, hein, le P ressemble à P de probabilité, donc pour ne pas confondre, on utilise les Q alpha, Q bêta pour les probabilités, P alpha pour les projecteurs. Alors, ceci ressemble à l'équation de Heisenberg. Mais attention, cette ressemblance est trompeuse. D'abord, il y a une différence de signe. Et en plus, on n'est pas dans le point de vue de Heisenberg. On est dans le point de vue de Schrödinger, avec l'état qui varie au cours du temps. Alors, on définit ensuite l'opérateur densité. Donc, supposons qu'on ait un certain nombre de alpha, avec des probabilités Q alpha. On définit. Alors, on va choisir un ensemble d'états orthonormaux, comme les états de base. Donc, P alpha, dire qu'ils sont orthonormaux, revient à dire que P alpha, P bêta, égale delta alpha bêta, le symbole de chroniqueur, P alpha. Et que la somme des Q alpha, la somme des probabilités, est égale à 1. Probabilité totale est 100%. Et les Q alpha, les probabilités sont bien sûr supérieures ou égales à 0. L'ensemble des états qu'on choisit, les états alpha, est orthonormaux, donc normalisés et tous orthogonaux les uns aux autres, mais il n'est pas nécessairement complet. Donc il ne forme pas nécessairement une base. Ce n'est pas une obligation. On a un certain nombre d'états, c'est tout. On définit alors la matrice densité comme étant la somme des Q alpha, P alpha. Probabilité fois projecteur. Et on fait la somme pour tous les états. On peut encore écrire aussi alpha, Q alpha et le ket alpha, en utilisant la définition du projecteur. Alors prenons un exemple. Prenons un exemple simple. Supposons qu'on a des états avec une base, avec seulement deux états de base, pour faire simple, et qu'on a un état de base sous forme matricielle 1, 0, et l'autre 0, 1. Les deux états de base. On va dire que celui-ci a une probabilité P, et celui-ci a automatiquement une probabilité 1 moins P. Le tout faisant 100%. Dans ce cas-là, la matrice de densité, c'est simplement P, 0, 0, 1 moins P. Voilà pour un exemple. Exemple simple. Alors, on va définir aussi la moyenne donc d'un opérateur oméga. La moyenne. Mais ça, c'est la moyenne pour un état pur. Ici, chaque état a une certaine probabilité. Donc on va dire que oméga moyenne, c'est la somme pondérée par les probabilités Q alpha de alpha oméga alpha. Et on calcule, on vérifie que ceci est égal à la trace de oméga rho, ou trace de rho oméga, dans un sens ou dans l'autre. Ceci montre plusieurs choses. Alors, toutes ces relations montrent plusieurs choses. D'abord, les
puisqu'on peut écrire, attendez que je m'y retrouve, puisqu'on peut écrire la moyenne pour un état donné à l'aide du projecteur, oméga avec la trace oméga PA, ça veut dire que le projecteur P alpha contient toute l'information sur l'état alpha. Donc on peut choisir de représenter l'état par le vecteur, le ket alpha, ou par son projecteur. De même, la matrice densité permet de calculer les moyennes de toute grandeur, et donc la matrice de densité contient toute l'information, à la fois sur les états quantiques, les différents états quantiques alpha qui sont utilisés, et également sur les différentes probabilités de chacun des états. Donc la matrice de densité représente toute l'information sur le système et permet de calculer toute grandeur. Alors, on vérifie très facilement que la trace de la matrice densité est égale à 1 et que la trace du carré de la matrice densité est simplement la somme des carrés de probabilité. Ceci, par construction, est inférieur ou égal à 1. Et ce n'est égal à 1 que si on a un état pur de probabilité 100%. On peut aussi calculer les équations de mouvement. On peut calculer l'équation de mouvement pour oméga moyen. Oui, pour oméga moyen. Je ne veux pas l'écrire, elle est un peu compliquée, pas très parlante. On peut calculer l'équation de mouvement pour l'opérateur densité. C'est IH bar, variation au cours du temps de la matrice densité, est simplement donnée par le commutateur H rho, comme pour le projecteur. Notons qu'il y a un analogue classique de tout ça, parce que on n'est pas obligé de se reposer sur des états quantiques, on peut parler d'états classiques. On peut dire qu'une particule, par exemple une molécule, a une certaine probabilité d'être là, ou une certaine probabilité d'être là, etc. Et on peut y affecter à cela des probabilités. On obtient un raisonnement très semblable, la version classique de ceci, et l'analogue classique de cette équation est appelé d'ailleurs théorème de Liouville. Alors prenons un petit exemple. Avec le spin 1,5. On a une particule de la spin 1,5. On ne se préoccupe pas de sa position, on se préoccupe seulement de son spin. Alors, un état, alpha, qui est un état de spin, est donc un vecteur à deux composantes, les deux composantes du spin, alpha 1 et alpha 2. Alpha 1 carré plus alpha 2 carré étant égal à 1. C'est l'état général. Vous vous rappelez les états V1,5, V moins 1,5, mais c'est la même chose ici, mais pour un état général. Et le projecteur est égal à alpha 1 carré, alpha 1, alpha 2 astérisque, donc le conjugué, alpha 1 astérisque alpha 2 et alpha 2 au carré. Alors on peut montrer, donc là je ne vous donne pas le détail mathématique, comment on arrive à ça, mais on peut montrer que le projecteur peut s'écrire sous une forme A0 plus A fois sigma. Où sigma, c'est le vecteur avec les matrices de Pauli. A est un vecteur de trois variables, AX, AY, AZ, et A0 est un nombre. Et c'est fois la matrice unité. A0 et les composantes de A étant des grandeurs réelles, pas des complexes. On montre aussi que ça peut s'écrire 1,5, 1 plus pi alpha
fois sigma. Donc le projecteur peut s'écrire avec les matrices de Pauli en utilisant un vecteur pi alpha. Et ce vecteur est appelé, à trois composantes, x, y, z, est appelé vecteur de polarisation. Il encode la même information que l'état de spin alpha. Et on représente souvent ce vecteur par une sphère, parce que ce vecteur est de grandeur unité. Donc on prend une sphère de grandeur unité, et un point quelconque, depuis le centre jusqu'à ce point de la surface de la sphère, représente le vecteur de polarisation. Donc tous les états de spin, les états purs, peuvent être représentés par les rayons d'une sphère de grandeur unité. C'est souvent utilisé, vous verrez peut-être parfois cette représentation du spin 1,5. Alors, prenons un autre état de spin, bêta, qui est orthogonal avec alpha. On montre alors que pi bêta est égal à moins pi alpha. Et la matrice densité va être simplement donnée par Q alpha P alpha plus Q bêta P bêta. Et on montre que ceci donne, en faisant la même démonstration que pour obtenir ceci, 1,5, 1 plus Q alpha moins Q bêta, pi alpha, sigma. Donc le vecteur polarisation correspondant, c'est ceci, et les probabilités étant plus petites ou égales à 1, le vecteur polarisation est plus petit que le vecteur de polarisation d'un état pur. Donc un état mixte, comme on dit, avec différentes probabilités pour différents états de spin, à un vecteur de polarisation moyen, plus petit. Et qui lui aussi encode toute l'information nécessaire sur cet état mixte. Par exemple, on calcule que la moyenne de l'opérateur sigma, des matrices de Pauli, est égale à trace sigma rho, comme on l'a vu plus haut, et est égale à Q alpha moins Q bêta fois pi alpha. Et la grandeur de ce vecteur est donc inférieure à 1. Voilà, bon, c'est un petit peu technique, mais ça vous donne l'introduction de ce que sont les projecteurs, on en avait déjà parlé, et la matrice de densité qui encode tout l'état du système, tant de ses états quantiques que des différentes probabilités affectées à chaque état. On peut généraliser un spin quelconque, ça donne des vecteurs de polarisation avec plus de composantes, et on peut se servir assez facilement de ces résultats pour différents calculs. Par exemple, nous avions vu l'exemple de la précession du spin dans un champ magnétique, avec la matrice densité, et avec les projecteurs, tout ça est très facile à calculer. Donc c'est du calcul pur, je ne vais pas vous redonner ça. Voilà, donc on va en arrêter ici pour la définition. Le mieux, ce sera de revoir des usages. Et alors justement, dans la vidéo précédente, nous allons introduire vraiment le cœur du sujet de la physique statistique. Donc, nous n'allons pas nous plonger tout de suite dans les choses compliquées, mais nous allons définir la situation et essayer de mieux décrire les différents types de statistiques. Je vous remercie.